Bonjour et bienvenue à l'épisode 87 de Board Game Duel, le podcast des jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Et avec moi, j'ai le Père Noël des influenceurs ludiques. Vince! Oui. Ho, ho, ho! Si vous nous écoutez le jour où ça sort, on est à quelques jours de Noël. On va vous souhaiter des joyeuses fêtes d'avance. Ou en retard si vous nous écoutez après. Ou pas pantoute si vous êtes désagréable. Mais non, le monde qui nous écoute, c'est sûr qu'ils sont agréables. Ouais. Mais toutes les autres qui nous écoutent pas, par contre, ils méritent que vous leur disiez de nous écouter pour confirmer leur statut de personne agréable. Toute une intro. Donc, aujourd'hui, notre thème, ça va être les jeux de... C'est quoi notre thème, Vincent? C'est construire une ville. On l'a pas déjà fait, ça? Oui, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels on construit des villes. Fait que se limiter à 2, c'est un peu restrictif. Fait qu'on va en construire une nouvelle, mais mieux. Qui elle va coûter plus cher. Ok, moi, je vais vous parler du jeu Skyrise, Et moi, je vais vous parler du jeu Foundations of Metropolis. qui est un remake de Foundations of Rome. Un remake ou un demake? C'est dur à dire parce que c'est Ouais. comme la version. C'est à Cheap. peu près. Ouais, ben, je dirais la version accessible. Ouais, la version moins chère. Ouais. Et Accessible étonnamment, aussi. Skyrise aussi, il y a 2-3 versions, le méga deluxe, un peu deluxe ou de base. Fait que ça pourrait être ça, des jeux de construction de ville avec plusieurs versions de différentes luxures. Luxure, je dirais plus de luxification. Parce que la luxure, c'est comme pas tout à Autre fait lié. chose. Ouais. On va essayer de rester dans un podcast qui est tout public. Alors, on va arrêter cette blague maintenant. Mais de toute façon, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Et l'an passé, c'était ton top 10, Vincent. Oh my God. Hey, me prend par surprise. J'étais comme mentalement prêt à trouver des arguments d'un jeu passé. Là. J'en ai 10 à trouver. J'ai oublié c'est quoi mon top 10 par cœur parce que ça a sûrement bougé d'ici là. Mais tu sais, j'ai parlé d'excellents jeux de toute façon. C'est ça que j'allais te poser comme question. Y a-tu des jeux, tu penses, qui se sont glissés dans ton top 10 qui n'étaient pas là avant? C'est dur à dire. J'ai envie de dire que je ne penserais pas. Vite comme ça, je pense pas que ça a bougé tant que ça. Les morceaux qui restaient étaient assez durs à déplacer. Fait qu'il y avait encore certainement Star Wars Rebellion, il y a Battle for Middle-earth, il y a Two That May Battle Die. for Middle-earth? Excuse, Battle for Middle-earth, c'est quoi ça? Je sais pas. Tu viens War of d'inventer. the Ring. Il y a Duel for Middle-earth qui est sorti cette année. Est-ce qu'il s'est glissé dans ton top 10? Non, lui, il n'est pas monté. Mais il est quand même haut dans ma sélection parce que c'est quand même un jeu pas pire. Parce que j'aimais beaucoup Seven Wonders Duel au départ. Puis là, ben, t'as Seven Wonders Duel version Seigneur des Anneaux. Fait que, ça tombait bien. Sinon, El Grande, il faut que j'y rejoue là, prochainement. Là, parce qu'en plus, t'as plein d'extensions que j'ai pas essayé. Puis il va falloir que j'essaye ça, voir. J'ai pas connu grand monde qui ont dit que c'était mieux avec les extensions. Je les ai pas essayé moi non plus en fait. Mais je pense pas que le jeu en a besoin. Ouais, c'est sûr qu'il est juste excellent de base. Là, fait que c'est dur de demander plus. Mais je serais curieux d'essayer. Ouais, ça pourrait valoir la peine de le faire au moins une fois. Ouais. Sinon, il me semble que j'avais Anachronie. Ça, c'est toujours bon. C'est excellent. Sight. Ben oui, Sight. Sight, c'est super bon toujours. On voit que je restais pas mal dans les mêmes zones. Contrôle de territoire, tout ça. Ça reste. J'ai Ouais, je suis pas pas envie sûr de que dire j'appellerais ça être un contrôle de territoire, mais. un peu, là. Il y a un peu de thématique. Il y a un peu de ça, mais surtout engine building. Mais ça se mêle bien, je trouve.
Ouais, ben, je sais pas, peut-être que Expédition aurait pu se glisser là, avec l'extension, ou il y a Ah, Ironwood qui est sorti cette année, que t'avais bien aimé aussi. oui, j'ai beaucoup aimé. Mais de là à dire, c'est touché parce que, tu sais, il est comme dans le même style que War of the Ring puis Rebellion, c'est deux factions asymétriques qui ont un peu des objectifs différents. C'est sûr que lui, par contre, il gagne des points pour sa durée, tu sais, qui est beaucoup plus raisonnable. Tu peux le placer dans une soirée. Tu peux jouer une coupe de game, même, j'ai envie de dire, dans une même soirée. Ce que tu peux pas faire avec Rebellion ou War of the Ring, à moins que ta soirée soit vraiment longue ou qu'il y ait un des deux joueurs qui se fasse péter la gueule Ouais, c'est solidement. ça. Ou sinon, ben, il y a War for Arrakis. Oui, War of Arrakis, ça, pas mal bon aussi. Ce qui pourrait venir remplacer un des. Ben, pas Rebellion, mais peut-être War of the Ring. Faut que j'y rejoue un peu plus pour voir s'il peut vraiment le déplacer. Parce qu'il corrige un truc que c'est le truc qui m'a toujours un petit peu accroché dans War of the Ring, c'est les dés d'action. Et là, on a un maximum de dés qu'on peut attirer à une seule action. Fait que si tu fais un jet où est-ce que tu as toute la même face qui apparaît, ben dans War of the Ring, tu n'as pas le problème de devoir vivre avec ce jet de dés-là. Il va falloir Dans que War tu. for Arrakis, tu veux dire. War for Arrakis, ouais, tu n'as pas besoin de vivre avec ça, tu peux les changer vu que tu as un maximum par action. Ouais. Fait que ça, je En trouve tout ça cas, cool. je sais pas, moi j'ai joué 2 fois, puis c'est jamais arrivé, là. Non, mais à War of the Ring, admettons, c'est déjà arrivé, tu sais. Pas, pas souvent non plus. Mais tu sais, c'est ça. Moi c'est le petit bout qui m'accroche. L'affaire, par contre, c'est que tu perds un peu de lore parce que tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de lore autour de War of the Ring. Dans War for Arrakis, c'est un peu plus dilué. Tu sais, on voit qu'on était plus vers la mécanique. Ouais, il est plus abstrait un peu. C'est ça. Fait que, mais c'est ça, faut que je rejoue, ça m'y fait penser. Puis j'aime le goût d'imbriquer un peu les extensions qui rajoutent un peu de flavor de plus, voir est-ce que si on a comme des décisions supplémentaires à prendre à certains niveaux. J'ai le goût d'essayer ça. Ça tombe bien parce que le temps des fêtes approche. Fait que, je vais pouvoir te kidnapper et te forcer à jouer à des jeux. Comme si t'avais besoin de me forcer. Ouais. Ben, pour jouer à des jeux Team Vince, peut-être des fois, là, mais. Ah, désagréable. Il y a plein des jeux que j'ai choisis que t'aimes aussi. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Ah, mauvaise foi. Puis, oh, hey, j'ai comme un blanc hein, parce que j'ai pas ma liste devant les yeux. Mais je pense que ça fait un peu le tour. Là. Comme je disais, je pense pas que ça a trop bougé. Ouais, avec Toulouse, je pense qu'on n'a pas parlé, qu'il y a eu la nouvelle saison, que je pense que t'aimes toujours autant. Ouais, On a parlé plein de fois récemment. c'est un peu maladif, mon histoire avec Cthulhu Death May Die. Il y a comme l'autre campagne qui est sortie il y a pas longtemps. Là. Ouais, Tu l'as-tu pris? ouais. Ouais, c'est ça, hein. Faites pas ça. C'est pas. Ben, si vous n'avez pas, c'est sûr que là, la nouvelle saison, elle inclut comme toutes les nouvelles mécaniques qu'il y avait dans le deuxième Kickstarter, plus il rajoute le mode campagne que tout le monde se dit ah, ce serait cool qu'il y ait une campagne dans Death May Die. Tu sais. Parce Puis qu'on a pas assez de jeux de campagne déjà. c'est ça, mais ici, on y va avec une campagne de 3 parties, puis on reste avec le système modulaire qui fait que tu fais ta campagne, mais en fait, tu peux prendre n'importe quel épisode de n'importe quelle boîte pour faire ta campagne. À part il y a peut-être une ou deux campagnes qui vont te dire faut que tu commences par tel épisode Hmm. parce que c'est thématique. Mais sinon, tu prends trois épisodes, tu bats 3 fois le même Elder One, puis tes personnages, ils gardent dans le fond certains bonus s'ils survivent. Ils gardent des bonus d'une game à l'autre. Fait que c'est pas la grosse campagne full scénarisée puis tout, parce qu'on s'entend que tu peux pas vraiment faire ça avec tout le truc modulaire, là. Ça peut pas faire de sens. Mais t'as comme une petite trame. Ben, ouais, il aurait peut-être pu essayer d'enchaîner les scénarios puis de rajouter une règle ou deux pour que la difficulté scale, là. Ouais. Ben là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé l'aspect modulaire. Fait que ça fait que tu coupes sur le narratif.
Mais ça, c'est supposé ajouter des mécaniques supplémentaires, puis peut-être des petites décisions, là, mais j'ai pas essayé, là. C'est juste les descriptions que j'ai vues. Ouais, on va le savoir dans 2 ans quand ils vont le livrer, là. Ouais, peut-être 2 ans et demi, là, ces temps-ci, ils sont en retard sur beaucoup de projets, là, fait que Ah, faut ben, être je sais pas, moi, patient. je présumais qu'ils prévoyaient 1 an, fait que je disais 2 pour. Ah, ok. Ben, moi, je suis rendu que ben, j'entends un délai de Kickstarter, puis je me dis tout le temps, c'est plus. Ouais, ben, c'est ça. Bon, fait que ça, c'était pour ton top 10 l'an passé. Maintenant, on va passer au jeu auquel on a joué récemment. Et récemment, j'ai essayé un jeu que je m'étais fait présenter à la Kige l'automne dernier et qui est maintenant sorti. Et j'ai gagné une copie à la journée Patreon de Professeur Board Game. C'est le jeu Tree Society, designé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert et publié par Next Move Games. Donc, Tree Society, c'est un jeu où la thématique, c'est un peu comme dans Ginkgopolis. On va comme essayer de construire une ville en harmonie avec la nature. Puis dans le fond, c'est un jeu avec une économie assez dynamique, je dirais, parce que dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on va avoir notre petit tableau personnel, puis en haut, on va avoir des cartes de fruits. Puis dans le fond, au début de notre tour, on doit vendre un de nos fruits. Fait que là, si mettons, je décide que je vends une orange, ben je vais compter le nombre de cartes oranges qui sont sur la table, qui soient devant moi ou un autre joueur, ou qui soient dans le marché des cartes de fruits qui sont disponibles. Fait que si j'ai 5 cartes de fruits, 5 cartes d'orange sur la table, ben je vais faire 5 piastres. Ou 5 jetons feuilles, là. On veut rester dans les termes du jeu. Puis là, deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller acheter des cartes. Dans le fond, les cartes, c'est comme des projets de bâtiment, si on veut. Chaque carte a comme 3 étapes dessus. Fait que quand j'achète une carte, je dois payer comme le coût de la première étape. Des fois, il va y avoir un texte qui va s'appliquer à ce moment-là, la plupart du temps, non. Mais après ça, si je repaye pour monter au deuxième, pour au troisième niveau, ben là, il va y avoir des pouvoirs qui vont s'activer. Puis un coup que j'ai payé mon troisième niveau, ben, ma carte, elle tombe dans mes projets complétés. Puis là, c'est un peu ça qui va déclencher la fin de la partie. Dans le fond, c'est quand quelqu'un dans ses cartes complétées a 6 icônes dessus. Fait que les cartes, ils ont entre 1 et 2, peut-être des fois 3 icônes dessus. Ils vont valoir plus ou moins de points selon qui coûte plus ou moins cher. Fait que c'est très dynamique parce qu'à tous les tours, tu es obligé de vendre une carte. Fait que là, comme tu te débarrasses de la carte qui est devant toi. Puis toutes les cartes dessus, dans le fond, ils vont avoir un petit pouvoir aussi. Fait qu'au moment où tu as à vendre, ça va peut-être te permettre de vendre un autre fruit, mais d'un type différent, ou d'aller chercher un fruit de plus dans le marché pour le rajouter à ton tableau, ou de construire à moindre coût ou de changer l'offre des cartes projets qui sont disponibles. Dans le fond, tu peux comme flusher une des 2 rangées de 3 puis remplacer par des nouvelles cartes. Puis les projets, dans le fond, ils ont comme... Dans le jeu, il y a 6 familles de cartes, si on veut. Puis au début de partie, on en choisit 4. On mélange tout ça. Puis, tu sais, c'est... Mettons, tu as les cartes architectes qui vont... Les pouvoirs qu'ils vont te donner, ça va t'aider à construire d'autres cartes. Tu as des cartes de banquier qui vont te donner de l'argent selon certaines conditions. Comme mettons, au moment où tu la montes de niveau, ça peut te donner de l'argent pour les ressources que tu as dans ton coffre. Ou ça peut carrément te donner de l'argent dans ton coffre. Puis, je dis que l'économie est dynamique parce que, tu sais, oui, au début de ton tour, tu vends une carte, puis là, après ça, à la fin, tu vas en repiger une, mais si tu dépenses pas tout ton argent dans ton tour, tu peux juste en garder un maximum de 2. Plus, tu vas prendre l'argent qui s'est accumulé dans ta banque pendant ton tour. Fait qu'il y a des cartes qui vont te donner de l'argent qui va aller dans ta banque. Mais là, tu peux pas l'utiliser ce tour-ci, tu vas l'avoir pour le prochain tour. Mais là, ce tour-ci, si tu as 5 piastres, ben, il faut que tu t'arranges pour idéalement en dépenser au moins 3 parce que sinon, tu vas les perdre, tu sais. Fait que tu surveilles un peu c'est quoi que les autres y ont devant eux. Tu essaies d'aller chercher les fruits que tu penses qui vont être encore payants quand que ça va revenir à ton tour au tour d'après. Mais là, tout le monde va vendre une carte et en repiger un autre. Fait que, tu sais, ça va shifter pas mal, surtout à 3-4 joueurs, là. Puis c'est ça, c'est super rapide, là. C'est comme, tu sais, les tours, ça revient, puis c'est quick, puis c'est comme, ok, ouais, je vends ça, ça me donne temps, fait que là, je construis ça, ça fait ta, puis là, tu sais, comme, on passe au suivant, puis tu sais,
construire 6 cartes, là, ça vient vite. Là. Ouais, c'est symbole, là, parce que c'est ça, en plus, comme tu disais, les cartes vont avoir des fois plus qu'un symbole, fait que ça se peut que la partie se finisse après avoir fait 3 projets. Ouais. Ça serait surprenant parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des cartes à 2 symboles, mais oui, théoriquement, ça serait possible. Faut aussi avouer que l'esthétique du jeu est pas mal jolie. Je trouve les choix de couleurs, tout ça, là, c'est bien fait. Il y a les petits bacs qui sont ta réserve, là, j'imagine. Ouais, c'est comme en 3D, là, c'est ton coffre, là, c'est ça, puis en 3D, c'est du carton, là, mais Par contre, les jetons d'argent sont de bonne qualité, là, c'est des jetons de bois avec une petite feuille gravée dessus, tu sais, les jetons pour suivre tes niveaux aussi, c'est comme des petits sapins, mais les plateaux personnels puis les cartes, c'est comme du petit papier cheapette. On avait joué, je pense que le jeu, il a dû être joué 2, 3 fois, puis ces plateaux-là puis ces cartes-là commencent déjà à courber, là. Ok, ouais. Fait que pas trop de compliments. On voit où est-ce que le budget est allé, là. Mais tu sais, ça fait la job, puis surtout si tu les sleeves, ça paraîtra pas, là. Mais ouais, ça a l'air cool quand même, c'est ça. T'as ta construction de tableau un peu avec quelle carte tu vas garder, quelle carte tu vas construire, mais en même temps, tu as un peu d'interaction à cause de l'économie qui dépend des autres, là. Puis qui est comme en constante évolution. Tu sais, c'est un jeu très, je dirais plus tactique que stratégique. Il faut que tu t'adaptes à ce que tu as disponible ce tour-ci, puis tu fais le mieux que tu peux avec ça. Fait que c'est ça, t'as 2 de complexité sur BGG, 30 à 45 minutes. C'est à peu près ça, là. Fait que c'est comme filler plus, là. Mais ça va pas te prendre toute ta soirée non plus. C'était Tree Society de Next Move Games. Puis toi, Vin, c'est quoi t'as joué récemment? Ben, moi, j'ai joué à un jeu un peu dans la veine de Exploding Kitten. Je sais que c'est pas dans la palette de tout le monde, mais tu sais, il y en a qui ça peut intéresser. Puis dans ce cas-ci, c'est un jeu qui est quand même assez simple aussi parce qu'on l'a joué avec des adultes puis des enfants d'âge primaire. Puis on a joué au jeu qui s'appelle Unstable Unicorn, qui a été publié par Breaking Games, designé par Rami Badi. Badi. Rami Badi? Pas certain de sa prononciation. Je vais pas t'aider là-dessus. Ton aide précieuse. Fait que Unstable Unicorn, c'est. Ouais, je pense que on peut dire que c'est un jeu de set collection et de construction de tableaux un peu en même temps. L'objectif du jeu, dans le fond, c'est de réussir à obtenir 7 licornes dans notre écurie. Dans le fond, les cartes qu'on va piocher, ben, pour la majorité, ça va être des licornes. Il va y avoir des cartes avec des effets directs, instantanés quand tu la joues. Tu as des notes, comme dans Exploding Kitten, pour bloquer les autres. Puis les différentes licornes qu'on va collecter vont avoir des bonus. Attends, c'est pas des nopes, c'est des nez. Ouais, c'est des. Parce Fait que c'est que, ça que le bruit d'un cheval. merci Sam. Ça va réconforter les fans de ASMR dans notre auditoire. On salue nos Patreons d'ailleurs. Ouais, on sait que vous aimez ça. Bon, fait que c'est ça. Fait que les différentes licornes, dans le fond, tu as des licornes de différentes couleurs qui vont avoir des pouvoirs particuliers, qui vont avoir des pouvoirs soit instantanés quand tu vas les mettre dans ton écurie, des pouvoirs qui vont être aussi constants. Puis, dans le fond, c'est un peu ça. C'est de jongler à travers ces différentes cartes-là pour réussir à obtenir nos sept licornes. C'est un jeu qui est assez facile à jouer. Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu pioches une carte, tu joues une carte, puis c'est pas mal ça. Le chaos s'ensuit avec toutes les nez qui peuvent être joués. Puis c'est ça, là, tout est expliqué pas mal sur les cartes, là. C'est pas un jeu que je dirais ultra complexe ou qui demande beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de hasard qui rentre en ligne de compte, là. C'est un peu comme Exploding Kitten, mais un peu différent. Comme Exploding Kitten aussi, il y a plusieurs extensions plus ou moins Pertinente, pertinentes. intéressante. Ouais, puis avec plus ou moins de goût, là, tu sais, il y a l'expansion de notre Step Forward, il y a l'expansion avec les cauchemars, l'extension aventure, fait que là, t'as une mécanique de plus, c'est comme
tes licornes ont comme des classes, comme les licornes comme des classes de guerriers, archers et compagnie. Dans le fond, les classes vont avoir des pouvoirs qui vont synergiser entre eux autres, tout ça. Fait que t'as tout ça, puis toutes les extensions se combinent comme Quand même d'avoir un petit peu plus de stock qu'Exploding Kitten. Exploding Kitten, c'était vraiment tu subis ta main. Hein? ouais. Ouais, t'as quand même un peu plus de choix, tu sais, puis vu que justement les cartes restent, les cartes ont des pouvoirs un peu plus qui peuvent quand même être assez variés en fonction de quelles extensions tu as, ou même le jeu de base qui a quand même des pouvoirs qui sont assez différents. Fait que tu as un peu plus de réflexion puis un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. Tu peux faire des combos si tu réussis à récolter des pouvoirs qui synergisent bien les uns avec les autres. Fait que, tu sais, Fait c'est que un si peu t'es chanceux, puis t'es pire. c'est ça. Mais il y a beaucoup, c'est ça, beaucoup d'interactions entre les autres joueurs à cause des nez puis à cause des différents pouvoirs qui sont en jeu. Mais globalement, ça reste quand même un jeu simple. Là. Tu ne joues pas ça en t'attendant à la grosse stratégie puis la grosse complexité. Là. Tu sais, tantôt, tu as dit Tree Society, c'était 2. Ben là, on est à 1,49 sur 5 en termes de complexité. Tu sais, on est bas. L'idée, c'est un peu que ce soit accessible, puis tu sors te réchauffer, ou tu peux le sortir aussi avec un groupe qui a beaucoup de joueurs. Fait que c'est le jeu se joue de 2 à 8 personnes. Fait que c'est ça, tu sais, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, là, mais pour ceux qui aiment Exploding Kitten, c'est peut-être il y a un peu plus de matériel que Exploding Kitten. Ouais. Ben, tu sais, moi, Exploding Kitten, j'avais joué avant de me lancer à fond dans les jeux comme maintenant. Puis, tu sais, même à cette époque-là, tu sais, c'était le fun les premières parties parce que les cartes sont drôles. Là. Fait qu'un coup que t'es lu une fois, il reste plus grand-chose. Là, t'en Ouais, parles, j'ai pas l'impression que c'est ben plus pour moi, en tout cas. ouais, ben On va tu le sais, dire c'est de ça. même. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est pas un jeu que toi tu vas aimer, mais tu sais, j'ai des gens que je connais qui aiment encore Exploding Kitten. Puis, tu sais, ça m'arrive, j'ai gardé une copie, ceux qui ont vu ma photo sur le Discord. Oui, j'ai encore ma copie de Exploding Kitten parce que ça m'arrive de la ressortir avec certains groupes de joueurs parce que ben, il y a de tous les goûts. Fait que là, on va passer d'un jeu 1.49 à 2.17. Moi, j'aurais mis un peu plus. Le jeu que je parle, c'est Babylone. Ouais, c'est un autre jeu qu'on m'avait présenté à la Quiche, puis que j'avais vraiment hâte d'essayer. D'ailleurs, c'est l'éditeur, en fait, le distributeur canadien Synapse Games qui nous l'ont envoyé. Euh, un jeu designé par Olivier Grégoire, puis publié originalement par Geek Attitude Games, dans lequel le roi Nabucodonosor II, roi de Babylone, veut construire les fameux jardins qui sont devenus une des 7 merveilles du monde. Puis dans le fond, les joueurs sont les architectes qui sont mandatés pour construire ces jardins-là. Puis tu sais, dès qu'on le voit, le jeu, tu sais, on est attiré. Là. C'est vraiment du beau matériel. On construit des jardins suspendus en 3 dimensions. Là. À chaque tour, on va aller comme rajouter des tuiles, puis des piliers, puis des fontaines, des ponts, des statues là-dessus, des monuments. Il y a comme tout plein d'affaires, puis tu sais, c'est tape à l'œil. Là. C'est comme un casse-tête 3D, j'ai envie de dire. Mais dans lequel il faut que tu fasses vraiment, que tu réfléchisses à comment tu vas disposer tes différentes tuiles parce que chaque tuile va avoir des symboles qui vont te permettre de mettre des améliorations, j'allais dire, au jardin. C'est ces améliorations qui vont te faire des points en fin de partie. Le positionnement puis la hauteur de ces tuiles-là affecte ce que tu peux placer, puis le nombre de points que ça va donner. À ça, tu rajoutes un petit peu de set collection parce que chaque tuile a comme une couleur de fleurs qui lui est attitrée. Puis si tu fais des sets de fleurs, ben, tu fais des points supplémentaires. En même temps, t'as comme intérêt à aller tout le temps dans ta couleur à toi, parce que chaque joueur est comme assigné une couleur en début de partie. Puis là, quand tu vas drafter une tuile, parce que c'est une fois quand ça marche, c'est qu'à ton tour, tu vas drafter une tuile d'un espèce de marché commun. Puis en fait, ils appellent ça comme une carrière. Puis c'est cool parce que dans le fond, la boîte de jeu sert de comme
plateau de... C'est comme un insert, tout le matériel est dedans, puis c'est là-dessus qu'il y a comme le display de tes tuiles qui est ta carrière, puis dans le fond, tu vas prendre celle-là sur le dessus, puis tu vas comme creuser pour aller chercher les tuiles meilleures qui ont été placées en dessous. Mais en même temps, ces tuiles meilleures-là, t'as pas intérêt à aller les chercher tout de suite parce qu'au moment où ce que tu draftes ta tuile, tu regardes combien il y a de tuiles autour qui sont égales ou plus hautes que cette tuile-là. Puis c'est le nombre de piliers que ça va te donner. Puis dans le fond, tes piliers, c'est ce que tu as besoin pour aller placer tes tuiles. Puis là, plus t'en as, plus c'est facile de monter en hauteur si tu t'es bien placé d'avant. Parce que tu peux jamais placer une tuile parfaitement par-dessus une autre. Fait qu'il faut tout le temps que tu y ailles comme en escalier. Puis là, tu peux pas tu peux pas sauter d'étage non plus. Parce que même si tu avais beaucoup de. Tu peux accumuler des piliers d'un tour à l'autre, là, si tu les as pas toutes dépensés. Mais tu peux pas en avoir une tonne, puis tu peux pas comme sauter un étage, là. Faut que tes piliers reposent sur d'autres tuiles qui ont été placées au préalable. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, tu peux faire 1, 2, 3, 4 étages si tu as vraiment bien placé tes trucs, tu as été chanceux. Mais tu sais, souvent, ça va s'arrêter à 3, puis ce ne sera pas une majorité de ton plateau qui va être à cette hauteur-là. Puis aussi, c'est que vu que tu as beaucoup de restrictions sur où tu peux placer les améliorations, parce que tu as des statues que tu peux placer, ces statues-là, ils doivent tout le temps être alignés avec une autre statue. Fait que, tu sais, des fois, ça fait que tu ne peux pas placer ta statue parce qu'elle n'est pas alignée avec une autre qui est déjà présente. C'est juste la première que tu peux comme placer n'importe où. Mais à partir de celle-là, il faut que tu fasses attention parce qu'il faut que tu gardes, dans le fond, des statues alignées. Tu peux mettre jusqu'à 4 piliers en dessous d'une tuile, mais si jamais tu décides d'en mettre juste 3, ben là, tu es obligé de mettre un monument au coin qui n'est pas soutenu. Et à partir de là, ben, tu ne peux pas comme construire par-dessus parce que tu as un monument qui bloque. Les marches d'escalier, il faut comme tu réussisses à placer tes tuiles sur 2 niveaux. Mais il faut que les 2 tuiles aient Faut que ce soit un à côté de l'autre, puis c'est ça. Puis il y a un dénivelé de 1 entre les deux, exactement. C'est ça. Fait que il y a beaucoup de complexité. Ben, dans le fond, c'est un bon casse-tête, j'allais dire, pour pouvoir vraiment bien placer ces ornements et faire en sorte que ton jardin fasse du temps. Mm-hmm. Là, après ça, quand tu as ta magnifique construction devant toi, ce qui est cool aussi, puis qui fait que le scoring de fin de partie ne devient pas monstrueusement compliqué, c'est que tu regardes ton jardin du dessus, il y a juste ce que tu vois qui compte. Fait que, si tu caches certains éléments de ton jardin, ben, ils se mettent à plus compter aussi. Fait que, il faut que tu t'arranges pour que tous tes éléments soient visibles du dessus du jardin pour éviter justement de perdre des points. Fait que, ouais, si tu vas juste sur les règles, je pense que c'est un 1.5 sur 5 de complexité sur BGG, mais si tu y vas comme à quel point il faut que tu te casses la tête pour bien scorer, puis comme toutes les considérations que tu as toutes les fois que tu places une tuile, c'est vrai qu'on est peut-être plus proche du 2.5. Ouais. Moi, c'est un genre de jeu que je dirais qui est comme facile à comprendre, mais c'est difficile de faire vraiment des énormes scores. Ça va prendre un temps, tu vas comprendre certains trucs de conception pour pouvoir réussir le meilleur jardin possible. Puis, pas te peinturer dans un coin à m'amener parce que tu vas avoir pris une mauvaise décision tôt dans la game, parce que tu vas avoir placé une tuile dans une place, que là, tu vas te rendre compte que si cette tuile-là avait été décalée d'une colonne, tu aurais pu faire tellement plus. Puis ça va arriver. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, c'est un jeu qui est beau à regarder. Tu regardes ton jardin, en fait, t'es comme wow. Tu sais, moi, je regardais le plateau de Sam pendant qu'il jouait, je le trouvais cool. Je regardais mon plateau, je le trouvais cool. Puis en plus, il était comme mieux. Comme tu disais, on a parlé de l'insert, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur cet insert-là. Là. Mettre le jeu en place, ça a pris. Enlève le couvercle. C'est à peu près ça, là. C'est ça, parce que toutes les pièces sont en insert. Les tuiles, si tu ranges le jeu correctement, ben ton jeu est déjà prêt à jouer. Là. Il m'a donné mon plateau de départ, ma tuile de départ, puis il a dit bon, ben, on est prêt, on commence. C'est comme ouais, c'est tout. Mais oui, c'était tout.
Ouais, chapeau au concepteur de la boîte. Je pense que c'est la plus pratique que j'ai vue depuis Quadropolis. Donc, c'était Babylone de Olivier Grégoire et Geek Attitude Games, puis distribué ici par Asmodee, par Synapse Games via Asmodee, qui nous a envoyé une copie presse. Merci d'ailleurs. Si vous en voulez une copie aussi, il en reste une au moment d'enregistrer qui est disponible à la boutique L'Odyssée, notre commanditaire. Fait que j'espère qu'elle va être encore disponible au moment où on va publier l'épisode. Sinon, il va sûrement revenir en stock bientôt. Parce que, en tout cas, moi, je serais pas surpris. C'est un très bon jeu. Puis, je pense que ça va pogner. Puis, vous pouvez présentement profiter d'un rabais de 10% sur à peu près tout ce qui est en stock. Puis vous continuez aussi à accumuler vos points de fidélité sur ce rabais-là. Fait que c'est dans les fêtes qui approchent. Je pense que s'il y a une place où il faut regarder pour gâter vos amis gamers, c'est d'aller sur le site de l'Odyssée. En plus, c'est congé de TPS maintenant, de ce temps-ci, sur les jeux de société. Fait que Ouais, plus d'économies. Ceux qui sont cotés en bas de 14 ans, me semble. Il y a une petite restriction là-dessus, il faut faire attention. Ouais, ben, je pense que c'est la plupart des jeux. Ouais. Sauf quand il y a du contenu mature, là. Ouais, fait que ça doit être beaucoup de jeux qui ont le congé, pas qui ont du contenu mature. Fait que, vous pouvez aller en personne à la boutique ou sinon boutiqueodyssée.com. Faites vos achats là. C'est livraison gratuite à partir de 175$. Si vous utilisez le code BoardGameDuel, ça vous donne un rabais supplémentaire une première fois en plus. Lâchez-vous lousse. C'est Noël, c'est le moment de gâter vos proches. Ou de se gâter soi-même. C'est vrai. Faut pas s'oublier non plus. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, Sam, quelle sage parole. Et maintenant, on va passer à notre duel. Donc, on le rappelle, c'est des jeux de construction de ville avec plusieurs niveaux de déluxification. Mais nous, pratico-pratique, on est resté dans les versions de base. Mais qui sont quand même, je pense dans les deux cas, c'est du super beau matériel. Puis c'est pas, c'est le de base, mais c'est pas cheap. Ouais, les deux ont quand même sont de très bonne qualité, mais c'est que je trouve ça intéressant parce que ça te permet justement de jouer au jeu sans devoir te Débourser ruiner. des centaines de dollars. Exact. C'est deux options qui sont intéressantes niveau prix, puis intéressantes niveau gameplay. Mais si jamais vous avez un peu de lousse dans votre portefeuille et que vous aimez les jeux qui ont une apparence qui saute, qui est très tape à l'œil, ben les deux ont une option pour ça. Donc, de mon côté, je vais vous parler de Skyrise, qui est sorti un peu plus tôt cette année, qui a été designé par Gavin Brown, Sébastien Pochon et Adam Wise, et publié par Roxley Games. Puis c'est en fait une réimplémentation de Metropolis, qui avait été fait par M. Pochon il y a plusieurs années, puis qui était plus, je pense pas qu'il était plus disponible nulle part. Fait que on a changé le thème, on a vraiment, comme tu l'as dit, déluxifié. Il y a eu une petite update au niveau des règles aussi. Je pense que c'est pas exactement les mêmes règles, mais j'ai pas joué à Metropolis, fait que je pourrais pas vous en parler plus. Quand même une drôle de coïncidence que ça s'appelait Metropolis. Ouais, il y a comme un lien de plus entre les deux jeux. C'est malade. C'est C'est comme si c'était prévu. c'est comme si on avait planifié ça depuis longtemps. Donc, dans Skyrise, on est des architectes qui veulent construire des villes de plus en plus hautes. Comment ça marche? C'est que dans le fond, quelqu'un va ouvrir une enchère pour un lot sur le plateau. Dans le fond, le plateau, il est divisé en plusieurs quartiers, là. Il va y avoir un petit quartier plus un par joueur. Chaque quartier, il est divisé en différents lots qui ont de différentes couleurs. Puis, dans le fond, on va ouvrir une enchère, soit dans le petit quartier central ou à un endroit adjacent à un building qui a été construit au préalable. Puis là, quand on ouvre une enchère, dans le fond, on va placer c'est un peu comme dans le jeu Ra.
de Reiner Knizia, c'est qu'on va avoir des mises fixes. Dans le fond, chaque joueur a comme une série de buildings avec des valeurs dessus. Fait que là, mettons, Vince, il a le 3, moi j'ai le 4, un autre joueur pour avoir le 5. Ça, ça part de 1 puis ça va jusqu'à quoi, 104, je pense. Ah, 114 même, me semble. En tout cas, bref, ça va quand même assez haut. Puis dans le fond, tu sais, il y a personne qui a les mêmes valeurs. Fait que, tu sais, moi, mes petites valeurs vont peut-être être plus fortes que celles de Vincent, mais ses plus grosses vont être plus fortes que les miennes. Fait que tu sais, tout ça ensemble, ça va se balancer. Euh, Puis dans le fond, c'est ça. Mettons, je place mon 3 sur un lot. Mais là, après ça, Vincent, il peut surenchérir, mais il va pas surenchérir sur le même lot que moi. Il doit aller comme. C'est comme si moi je dis, ah ben moi je vais bâtir un building de 3 ici. Mais là, Vincent il va dire, ouais, ben moi je vais bâtir un building de 6 à côté. Fait que là, pour avoir un troisième joueur qui va dire, ouais, ben moi je vais bâtir un building de 65 ici. Puis là, moi, puis Vincent, on est comme, wow, ça monte ben trop vite. On se retire de l'enchère, on arrête ça là. Bravo, champion, t'as gagné, mais tu viens de payer avec ton building de 66, puis tu l'as perdu pour tout le reste de la game. Fait que, tu sais, c'est ça, ça donne une valeur monétaire à chacun de tes bâtiments. Ça fait aussi que tu sais qu'est-ce que les autres peuvent mettre comme surenchère. Fait que tu as un intérêt à garder un œil sur qu'est-ce que les autres font, et à conserver peut-être certains des bâtiments quand tu te dis, ah, je vais peut-être trouver une meilleure opportunité de le jouer. Ouais, puis je te dirais, t'as besoin de cette information-là, puis de cette connaissance-là, parce que ça fait un petit peu de connu puis de fixe. Parce que le reste du jeu est quand même assez chaotique, parce que quand tu pars une enchère quelque part, tu sais jamais où est-ce qu'elle va finir, puis même vers où qu'elle va s'en aller, parce que c'est les autres joueurs qui vont décider ça pour toi en faisant leur surenchère. Parce que toutes les fois que tu surenchéris, il faut que tu sois à côté de de la mise précédente, dans le fond. Fait que tu peux essayer de manœuvrer pour mettre ta mise à un endroit que il n'y a plus nulle part qu'on peut aller à côté. Fait que c'est sûr que tu vas le gagner. Ou tu peux comme fermer un coin de la map, le gagner l'enchère, puis après ça, tu vas pouvoir aller ouvrir les autres en sachant que les autres joueurs ne pourront pas réenchérir. Fait que tu peux comme enchaîner 3, 4 lots de suite pour pas trop cher. Puis à toutes les fois que tu gagnes un lot, tu vas aussi gagner un des jetons qui a été distribué dessus au hasard en début de partie. Puis ça, dans le fond, c'est comme ta façon de bâtir ton score. C'est un aspect qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, là, comme Autobahn ou il me semble qu'il y en a un autre qu'on a joué il y a pas longtemps qui avait ça aussi. Arcs. Oui. Mais pas vraiment comme dans Arcs parce que là, c'est juste tes points à toi que t'influences. Mais bref. Euh, Comment tu vas scorer tes points va dépendre de quel jeton tu es allé chercher. Fait que si je vais chercher des jetons verts, ben là, tous mes buildings qui sont dans des districts verts vont valoir plus de points. Fait que là, ça va en croissant, mais ça peut redescendre. Hein. Dans le fond, au début de la partie, c'est 2 points chacun. Après ça, tu peux les faire monter à 3, 4, 6. Là, si tu vas chercher un jeton de plus, tu redescends à 4. Mais tu vas chercher d'autres jetons verts supplémentaires. Ben, chaque jeton vert supplémentaire de plus que tu vas chercher, c'est 10 points. Donc, c'est comme un gamble que tu fais. Tu baisses la valeur de tous les quartiers verts que tu as déjà. Mais tu vas te chercher des coups de 10 points. Puis c'est le genre de jeu qui finit à 100, 150, peut-être 200 points. C'était une grosse game à deux. Là. Fait que des 10 points, c'est non négligeable. T'as aussi des jetons qui sont comme associés à des lettres. Qui sont comme. C'est une distribution de points. Là. Je pense que c'est 4, 5, 6 ou 8 points. Quelque chose comme ça. Là. Ou 3, 4, 5, 8, je pense. Quand tu joues au jeu, c'est écrit dessus les jetons, fait que tu le sais. Mais bref, ces jetons-là sont face cachée. Fait que là, mettons, quand je vais chercher le premier jeton A, ben, je peux savoir que le A, cette game-ci, il valait 8 points. Fait que là, est-ce que je vais comme faire l'innocent un peu puis pas comme forcer trop pour aller chercher les autres parce que je veux que les autres joueurs pensent que c'est pas une bonne valeur. Fait que t'as comme un petit côté d'information qu'il y a juste toi qui as au début. Jusqu'à que quelqu'un d'autre ramasse un jeton de cette lettre-là. Fait que ça rajoute un peu d'inconnu, un peu de stratégie, un peu de mind game. C'est un peu Euh, de temps de ta chance aussi, tu sais, parce que ça, c'est comme la seule info vraiment
qui est comme caché, à part quel monument les autres vont avoir choisi. Mais tu sais, c'est un peu c'est l'autre aspect un peu plus gamble, mais qui est vraiment plus du hasard parce que tu sais pas qu'est-ce que va valoir ta lettre avant que tu l'aies pogné. Mais tu sais, ils vont tout le temps avoir de quoi pareil. Ouais. Au plus bas, ça va te donner 3 points. Puis possiblement plus, parce que tu as des jetons aussi qui vont augmenter la valeur de tous les jetons que tu es allé chercher. Fait que tous tes jetons de lettres, tous tes jetons excédentaires des couleurs vont valoir des points de plus. T'as des jetons wild. Fait que tu sais, t'as comme tout plein de jetons que tu peux aller chercher, puis ça fait que comme une affaire de plus à considérer si tu veux vraiment un lot. Parce que peut-être que tu veux un lot d'une certaine couleur, parce que tu as aussi en début de partie une couleur de chaque joueur a une couleur de district, puis là, il faut que tu aies au moins 4 buildings sur ces districts-là pour faire des points. Puis ça, c'est caché en début de partie, mais rapidement, ça devient quand même assez évident de quel joueur va pour quelle couleur d'habitude. Ouais, rapidement, ça dépend des games. Tu sais, comme la dernière game que j'ai joué, c'était difficile. Tout le monde était un peu comme à 3 ou 4 d'une couleur. Fait que, tu sais, c'était pas si évident. Fait que ça va être game dépendant. Mais Peut-être, ouais. Fait que t'as ça, t'as dans quel quartier que t'es, parce que chaque quartier, dans le fond, va valoir des points à celui ou celle qui a mis le plus de buildings les plus hauts. Dans le fond, tes buildings, c'est tes mises, mais aussi t'as des petites mises, des moyennes mises, puis des grandes mises. Puis dans le fond, c'est la hauteur de tes buildings. Fait que à la fin il y a comme 2 heures dans le jeu. À la fin de chaque heure, on va regarder dans chaque quartier qui a le plus de gros buildings là. Il fait un certain nombre de points. Après ça, si c'est égal, on regarde les buildings moyens, puis si c'est encore égal, on regarde les buildings plus bas, puis si c'est encore égal, ben là, tous les joueurs égaux font les points. À la fin de chaque heure, tu as aussi des cartes objectifs qui vont valoir des points selon où est-ce que tes buildings sont placés. T'as-tu une chaîne de buildings qui se suit? T'as-tu des buildings autour de l'eau, d'autres éléments qui sont comme juste dessinés sur le plateau, puis certaines games, ça veut rien dire, d'autres games, ça peut rapporter des points. Fait que, tu sais, à quel point qu'un lot est important puis il vaut de quoi, ça sera pas pareil d'un joueur à l'autre. Puis, tu sais, il y a beaucoup de paramètres à considérer. Tu sais, il y a tout ça, il y a le jeton qui est dessus, il y a, tu sais, ça vient des fois difficile d'évaluer qu'est-ce que ça vaut pour toi, puis qu'est-ce que ça vaut pour les autres aussi. Puis c'est là toute la beauté du jeu, je trouve, d'être capable de surfer sur cette espèce de vague de chaos-là, mais qui est, tu sais, c'est pas tant dû au hasard, c'est plus dû au choix des autres joueurs, puis quelle mise qui leur reste, puis quels jetons qu'ils ont ramassé. ouais, tu sais, il y a un peu de mind game, tu sais, dans le sens où des fois, tu veux juste que l'autre joueur il aille sortir son bâtiment qui est plus haut que le tien parce que tu sais que à un moment donné, il y a un terrain que tu veux absolument, puis tu sais que tu veux pouvoir gagner, puis personne ne puisse t'en empêcher. Fait que des fois, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, d'essayer d'attirer le regard d'un joueur sur un terrain en particulier pour lui faire sortir son gros bâtiment. Soit son gros bâtiment, ou même t'as comme une cathédrale que tu reçois juste au deuxième âge, puis qui est comme, c'est comme un finisher, là. Tu joues ça, puis personne peut surenchérir dessus. Puis en plus, en début de partie, tu reçois, je pense que c'est 3 cartes. Non, 2 cartes différentes de cathédrale. 2 ou 3. Je pense que ça OK. dépend du nombre de joueurs. Ah, peut-être. Mais bref, t'en as plusieurs, puis c'est juste au début du deuxième âge que tu dois choisir laquelle que tu vas jouer finalement. C'est à ce moment-là que tout le monde la révèle en même temps. Fait que tu sais c'est quoi le pouvoir de la personne, fait que tu sais comment le bêter à jouer sa cathédrale. Ou en tout cas, tu peux le savoir. Ouais. Mais des fois, c'est dur de calculer tout ça, surtout quand tu joues à 3 ou 4 joueurs, parce que, tu sais, à tout moment, quelqu'un pourrait décider de passer puis se retirer de l'enchère. Fait que là, toi, si t'avais calculé que dans 3 moves, ça allait revenir à toi puis que t'allais probablement être là, ben là, c'est plus vrai. Ça va être dans 2 moves ou un.
selon ce que les autres décident, si les autres décident de sortir ou pas. Ouais, ça, c'est la partie le fun, la partie enchère. Tu ne sais pas jusqu'où les gens vont se rendre, puis ils vont être prêts à aller jusqu'où. Parce que aussi, c'est que c'est pas comme un jeu traditionnel où tu bides tout le temps sur la même affaire, puis tu renchères sur le même truc. C'est là, c'est qu'en plus, c'est que tu te déplaces sur la carte. Fait que la personne, quand elle va se mettre à bider, elle ne bidera pas sur le terrain qu'elle voulait au début. C'est comme un nouveau terrain qui a une valeur qui n'est pas la même que la première fois où tu as bidé. Fait que, ça fait que justement, c'est plus difficile de gérer si quelqu'un va vraiment continuer à bider ou pas. Mais ça fait partie ça fait partie du fun. Ouais, puis je trouve que c'est plaisant que tu sais, toute cette incertitude-là, plus le fait que tu peux pas comme miser exactement ce que tu veux, je pense que ça coupe de beaucoup la paralysie de l'analyse parce qu'au final, tu peux pas tout considérer. Il faut juste que quand ça revient à ton tour, tu réagis à de quoi, par où est-ce que l'enchère est partie, puis c'est quoi la mise en ce moment. Tu peux pas tant prévoir 2, 3, 4 coups d'avance, là. Ben, tu peux, mais il faut pas que ça se peut que ça change rapidement, mettons. C'est ça, faut que tu sois capable d'être adapté, puis je pense pas que ça vaut la peine de tout compter à chaque fois, là. Fait que c'est un jeu qui est plus instinctif, plus réactif. Moi, c'est plus dans mes cordes. Puis tu sais, on en a parlé pour Babylone, c'est un autre jeu où il y a vraiment pas beaucoup de règles, là. Le livret de règles, il fait quelques pages à peine, là, puis tu sais, c'est parce qu'il est bien illustré, bien espacé, là. Ça s'enseigne. Tu sais, quand tu as déjà joué, là, tu fais juste prendre la petite tête de jeu, puis tu peux enseigner tout le jeu assez facilement. Mais comme il y a une belle profondeur au niveau des décisions puis de l'impact qu'ils vont avoir, puis il y a beaucoup d'incertitudes, mais qui vient pas d'un hasard, mais vraiment de qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Fait que tu sais, moi, c'est vraiment mon jam, là. J'ai envie de dire que c'est mon jeu préféré de cette année. Oh, Outsworm, tu l'as joué l'an passé? Mais il est pas sorti cette année. Je parle pour les jeux comme que ils ont parenthèse 2024 après leur nom sur BGG, là. Outsworn il Ok. était sorti en 2022, je pense. Puis moi, Et j'ai reçu en 2023 le deuxième printing, là. Windmill Valley, lui? Lui, c'est un 2024, mais Skyrise, aucune question, là. Fait que moi, je pense que ça fait le tour pour celui-là. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Pas pour l'instant. On va pouvoir en discuter un peu plus tantôt. Parce que maintenant, j'arrive au point où je vais parler de mon jeu, qui est Foundations of Metropolis, qui est sorti en 2024, désigné par Emerson Matsuuchi et publié par Arcane Wonder. Foundations of Metropolis, c'est le petit frère abordable de Foundations of Rome. C'est le même jeu, c'est juste qu'il y en a un qui a beaucoup de monuments en plastique, il y en a un qui a des petits bâtiments en carton, des composantes en bois, qui a un prix plus raisonnable. Donc, dans les deux jeux de Foundations, on est des planificateurs d'urbanisme, puis il faut construire une ville, soit Rome, soit la métropole. Chaque joueur a comme son plateau personnel qui contient une série de bâtiments qui occupent plus ou moins d'espace. Les petits bâtiments vont donner des petits bonus. Les gros bâtiments vont donner des gros bonus. L'idée, c'est de un peu placer les bâtiments de façon à générer le plus de points ou le plus de revenus à mesure que la partie va avancer pour maximiser son prestige. Donc, quand c'est notre tour à Foundation, on a le choix entre trois actions. La première, c'est d'obtenir du revenu. Par défaut, on va obtenir un petit 5 pièces qui va être amélioré par le nombre de bâtiments commerciaux qu'on a placés sur le plateau. Fait que ça, c'est une façon, dans le fond, juste d'accumuler de l'argent. Puis on utilise cet argent-là pour acheter des terrains. Au début de la partie, on va commencer avec un 6 lots
Dans le fond, la carte, le plateau central, c'est un gros carré avec des positions de A1, admettons, jusqu'à G7, on va dire. C'est comme un carré puis des coordonnées. C'est comme le Battleship. C'est comme le Battleship. Exactement. Exactement. C'est Pareil. la même chose. Sauf que là, c'est ça, au début, tu as 6 de ces terrains-là qui ne sont pas nécessairement accolés les uns aux autres. Puis on a un marché de cartes On qui les sont draft disponibles. quand même. Oui, tu as les deux façons. Tu peux jouer en mode complètement aléatoire ou tu peux jouer en mode draft. Moi, j'aime mieux le drafting parce que tu as un peu plus de contrôle sur qu'est-ce que tu vas avoir. Surtout à 2 joueurs, là. Tu sais, il y a 2 paquets de cartes, là. Fait que, il va te revenir plusieurs fois, là. Exact. Fait que, ça te donne une idée un peu de qu'est-ce que tu peux avoir et qu'est-ce que tu vas laisser à ton opposant. Puis dans le fond, l'argent qu'on a utilisé, on peut l'utiliser, qu'on peut accumuler, on va l'utiliser pour acheter. Je vais reprendre cette phrase-là, ça a été un peu compliqué. Je vais reprendre mon souffle aussi, je parle un peu vite. Bon, on reprend. Donc, l'argent qu'on accumule, on peut la dépenser pour acheter de nouveaux terrains. Fait qu'on a un marché de 6 cartes qui sont disponibles. Les cartes ont des prix qui vont de 2 à 10 dollars. Quand on en achète une, ben dans le fond, le marché se rafraîchit puis on décale les cartes. Les cartes qui valent au départ très cher vont valoir de moins en moins cher à force que les cartes plus basses vont être achetées. Puis on rafraîchit ce marché-là, puis on a, dans le fond, 3 piles de cartes. Puis à chaque fois qu'on finit une des piles de cartes, on vide le marché au complet. On termine une année. Là, ça nous donne une première phase, ça nous donne 3 phases de scoring. Une fois qu'on a acheté nos terrains, dans le fond, on peut construire des bâtiments dessus. Et là, dans le fond, il faut que les bâtiments les terrains qu'on possède aient la forme du bâtiment qu'on veut construire. C'est des bâtiments qui sont juste de 1, de 2, de 3 en L, de 3 en ligne. On a des carrés de 4, on a des lignes de 4. Puis, pour réussir à avoir des terrains qui correspondent à ces formes-là. Quand on construit un bâtiment, ben, on le prend de notre plateau personnel, on le met sur le plateau central. Puis ça va nous donner des bonus. Fait qu'on a 3 types de bâtiments. Les bâtiments commerciaux qui nous permettent d'augmenter notre revenu par tour, puis qui vont généralement aussi nous donner des points en fin de partie s'ils sont construits. On a les bâtiments résidentiels qui, eux autres, vont nous faire monter sur la piste de population. Cette piste-là, dans le fond, peut devenir une source de points potentiels, entre autres à la fin de la partie, puis pour d'autres bâtiments qui sont les bâtiments civiques. Ben, la Vas-y. population en tant que telle vaut des points aussi à chaque scoring. Dans le fond, le premier va scorer des points au nombre où ce qui est rendu sur cette piste-là, plus un bonus qui va augmenter à chaque année. Mais la twist, c'est que les autres, tu fais aussi les points du joueur qui est en avant de toi. Fait qu'à 2 joueurs, dans le fond, la seule différence, c'est le bonus de fin d'année. Mais si t'étais à 3 ou 4 joueurs, ben là, il y a comme un intérêt à pas être trop largué derrière parce que, mettons que le premier, il peut faire beaucoup de points parce que s'il va à fond là-dedans, il est loin, ben là, il va faire ces points-là plus le bonus. Mais là, si le deuxième, il est super bas, ben il va faire presque autant de points que lui. Mais là, le troisième, s'il est en arrière, il va juste faire autant de points que le deuxième. C'est que le niveau du deuxième. Fait que, si mettons Vince est à 17, moi j'étais à 5, puis le troisième est à 3, ben moi je vais faire 17 points, puis le troisième il va faire 5. T'sais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu gardes un œil sur cette piste-là si tu veux pas être largué en début de partie. Puis finalement, c'est ça, je reviens aux bâtiments civiques. Les bâtiments civiques, eux autres, ils vont avoir du scoring qui va souvent dépendre des bâtiments avoisinants. Fait qu'on a des bâtiments qui vont donner plus de points s'ils sont entourés par des bâtiments qui ont plus de population, des bâtiments qui ont qui donnent plus d'argent, les autres bâtiments civiques ou n'importe quel bâtiment. Puis dans le fond, il y a plusieurs de ces bâtiments civiques-là. Puis chacun a comme leur façon de générer des points. C'est des petits carrés de 1. Fait que c'est des bâtiments qui sont super intéressants à les placer sur un lot que tu allé chercher juste pour briser le pattern de ton adversaire qui est en train de se faire un beau gros carré dans son petit coin de la map. Oui, puis ces bâtiments-là aussi, ils scorent pas juste en fonction de tes bâtiments.
il score en fonction des bâtiments des voisins. Fait que c'est intéressant parce que oui, tu le bloques en achetant un terrain, admettons que ton opposant convoitait, mais c'est une opportunité pour toi de faire des points avec ce terrain-là en mettant un bâtiment civique qui fit avec ce que ton opposant a mis là. Mais là, après, il peut voir ça, puis quand tu construis un bâtiment, dans le fond, t'as toujours moyen de défaire un bâtiment plus petit pour en mettre un plus gros par-dessus si t'es allé chercher les lots qui complètent le pattern dont tu as besoin. Exact. Fait que, si Fait tu as que, bâti un, un petit café qui fait juste un, ben, tu peux l'enlever pour placer un bâtiment qui est de 2, 3 ou 4 qui fit à la même place. Fait que, tu peux comme améliorer tes bâtiments. Ça fait que ton petit bâtiment que tu as détruit revient sur ton plateau. Ton gros bâtiment qui vaut plus de points est maintenant placé. Tu dois tout le temps, par contre, augmenter le nombre d'espaces que le nouveau bâtiment prend. Tu ne peux pas remplacer un 2 par un autre 2. Il faut vraiment que tu passes d'un 2 à un 3. ben oui, parce qu'on ne voudrait pas détruire de quoi pour refaire de quoi de moins gros par-dessus. Pour faire Ça de ferait pas quoi de sens. d'équivalent. C'est pas. Non, c'est ça. Si on détruit, c'est pour faire plus gros. Mais tu sais, si en même temps, t'en profites pour enlever ton bâtiment de population qui donnait des points à Vincent, ben, tant mieux. C'est ça. Parce que ça, tu peux faire le changement. Tu peux changer pour un bâtiment commercial pour un bâtiment résidentiel s'il est plus gros. Il n'y a pas de problème. Tu peux casser les points, la machine à points de ton opposant en faisant ça. Honnêtement, c'est pas arrivé dans la game qu'on a joué, mais tu sais, la possibilité est là, mais c'est quand même c'est un gros coup, là, parce qu'il faut que tu ailles chercher les bons lots pour améliorer. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je trouvais que c'était toujours mieux de bâtir des nouveaux bâtiments que d'en enlever puis de les remplacer, là. Parce que oui, tu vas aller chercher un gain, mais j'avais pas l'impression que le gain était aussi intéressant que si je suis capable d'aller placer un nouveau bâtiment carrément ailleurs, là. Ouais. Là, encore une fois, ça dépend de comment le plateau est fait. Moi, à un moment, ça a été plus payant de remplacer par. euh, C'était surtout pour les bâtiments résidentiels. Tu as une upgrade de population qui est significative d'une taille de bâtiment à l'autre. Fait que, ça me faisait faire vraiment beaucoup de points de plus si je me remplaçais mon petit 2 pop par un 6. Parce que j'avais un multiplicateur à côté. Il y a des. Comme tu dis, c'est que ça va dépendre vraiment comment tu es positionné. Fait que des fois, ça vaut la peine, des fois, ça vaut pas la peine. Là. C'est un peu à toi à déterminer c'est quoi la meilleure stratégie pour toi. Puis c'est ça, dans le fond, on fait que le jeu se finit. Dans le fond, quand on a fini le marché pour une année, tout le monde a le droit à une dernière action qui soit de construire un bâtiment ou récolter des. De Récolter. l'argent pour se préparer pour la prochaine année. Exact. Puis la dernière personne qui a acheté, la personne qui a acheté le dernier terrain, dans le fond, c'est la personne à sa gauche qui va être la première à jouer au prochain tour. Fait que, on skip pas de tour. En fond, ça fait juste tout le temps tourner dans le même ordre. Puis, c'est ça. À la fin de la game, on comptabilise aussi on comptabilise les points que tu as construits. On refait les points, les bâtiments civiques, mais on va aussi convertir les pièces que tu aurais gagnées en points. Les pièces que tu as déjà, c'est comme le tiebreaker en cas d'égalité. Fait que c'est ça, c'est un jeu assez simple. Là. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Comme pour Skyrise, le nombre de pages du manuel d'instruction est assez court. Là. Les pages sont Ouais. super grosses, mais il y a des gros exemples, puis il y a plein d'illustrations. Là, mais c'est vraiment facile à prendre en main. Là. C'est pas un gros casse-tête. Là Non, où même je dirais que c'est le plus simple des trois qu'on a parlé, là, qui se ressemblent, là. Tu sais, Babylon, Skyrise, Foundation ou Metropolis. Je pense que Foundation est le plus simple des trois. ouais, ouais, clairement. Puis c'est ça, c'est- c'est, ça peut être un gateway game dans un sens, parce que justement, sa simplicité fait que tu peux apprendre des jeux plus compliqués en passant par Foundation of Metropolis. Puis tu vas voir à quel point tu peux aller chercher des jeux interactifs puis un peu dans ta face. Parce que c'est quand même, tu sais, ça peut être coupe-gorge là, c'est quand tu vas acheter les lots juste pour briser le pattern des autres, là. Oui, parce que ça, tu sais, c'est. Surtout à deux, je pense que le
l'intérêt est plus là. Parce que, tu sais, mettons à 3, si je veux acheter un lot juste pour te nuire, ben, c'est le troisième joueur qui en profite le plus, j'ai l'impression, là. Ouais, si t'as pas un bâtiment civique intéressant à mettre sur ce terrain-là, c'est peut-être mieux de le laisser. Faut- Ça fait que c'est plus compliqué de choisir si ça vaut la peine de bloquer les autres ou Tandis qu'à 2, ben là, tous les points que je t'enlève, c'est l'équivalent de si moi j'y faisais, là. pas. Exact. Fait que t'as plus de liberté, parce que tu vas quand même occuper presque la moitié du terrain à la fin de la partie. Fait que plus de terrain pour toi, c'est juste bon, là. C'est pas un jeu dans lequel tu vas nécessairement avoir le même nombre d'espace. Tu vas pas avoir le même espace que l'autre. Si quelqu'un décide qu'il va chercher trop d'argent ou qu'il achète des terrains qui coûtent plus cher, tu vas pouvoir avoir moins de bâtiments sur le jeu en fin de compte. Ça va te coûter des points en fin de partie. Fait que faut que tu en achètes. Fait qu'il faut que tu profites des fois de justement bloquer les autres pour juste pouvoir placer tes 1 ou des trucs comme ça. Ouais. Mais t'as aussi, tu sais, un petit aspect de pousse. C'est pas ta pousse ta chance, mais comme. Tu sais, tu peux attendre avant d'aller chercher un lot qui baisse de prix, mais tu cours toujours le risque que quelqu'un d'autre aille le chercher avant toi quand tu fais ça, là. Fait que c'est un équilibre entre payer trop cher, puis De le faire voler. c'est ça. Puis j'allais dire, comme avec Skyrise, tu as la version Foundations of Metropolis, qui est la version, c'est ça, juste en carton avec des tokens en bois pour les terrains que tu achètes. Il y a quand même ton plateau de joueur, c'est quand même un insert double couche dans lequel tous tes bâtiments ils fit. Ça a l'avantage aussi que quand tu enlèves un bâtiment, ben, sur ton plateau, il reste le score que ce bâtiment-là vaut. Tu n'as pas besoin d'aller regarder sur la carte quel bâtiment tu as, à part pour les bâtiments civiques, là, parce que là, tu n'as pas le choix de regarder ce qu'il y a autour. Mais pour le reste, tu regardes sur ton plateau, OK, qu'est-ce qui est à découvert, tu vois vite c'est quoi ton revenu, c'est quoi ta pop. Fait que ça, je trouve ça pas mal bien fait, là. Le plateau de score aussi, il est double couche. Fait que tu as des petits cubes que tu glisses dedans, puis ça tient tout bien. Mhm. Tu sais, je Puis, dirais, les deux versions de base sont quand même, tu sais, dans les bonnes qualités de meilleure qualité que bien des jeux, là. ouais. Autant Skyrise que Foundation, là, si on veut commencer les comparaisons, peut-être. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on se lance là-dedans. J'allais juste parler après ça de la version ultra de luxe qui a un look d'enfer sur la table. Il y a ça aussi qui est. Ben, on pourra reparler parce que les deux vont se comparer aussi là-dessus, je pense. Ouais, Fait que ouais, les deux de base sont quand même, tu sais, dans le meilleur corps des jeux de société, je dirais, là. ouais, Ouais, tu sais, en termes de qualité de production, là. ça va pas filer cheap. T'achètes quand même un jeu qui vaut le prix auquel il est attaché. Je trouve que c'est une bonne initiative dans les deux cas parce que ça permet de démocratiser les deux jeux. Parce que d'une façon, c'est pas des jeux qui sont excessivement complexes. Puis, tu sais, à part peut-être pour Skyrise, que là, il y a quand même une utilité, tu sais, à ce que les bâtiments soient plus ou moins hauts. Tu sais, il y a pas énormément de raisons que ce soit over the top. Pis tout ça. Tu sais, je veux dire, Foundation of Rome, tu sais, tu vois sur une table, puis t'es comme, oh my god, ça a l'air vraiment cool comme jeu, tu sais, ça tape à l'œil. Mais tu sais, en termes de mécanique, tout Ouais, c'est ça. Il a l'air d'un gros jeu épique, mais au final, c'est un petit jeu bien simple, familial, là. c'est Ben, gateway peut-être pas game familial, accessible. là, mais pas loin, là. C'est ça, tu sais, c'est très accessible, c'est facile à prendre en main. Tu sais, tu peux amener ça à des gens qui sont pas des gros pros du jeu, mais ceux qui aiment jouer vont quand même trouver leur compte. Mais c'est une version qui est pas overproduced. Mhm. Puis Skyrise, c'est pareil, là. C'est sûr que Skyrise, c'est là, il y a une composante. Comme je disais, il y a une importance là, un peu plus aux composantes, à la hauteur des buildings, parce que c'est à prendre en compte dans le scoring.
Mais tu peux y aller avec le Ben, ultra de luxe, over the top. ouais, où ce que t'as comme les bâtiments, c'est carrément des mini pré-peintes quasiment, là. Ouais, ben je pense Ils qu'ils sont sont, ouais, shadés, puis les ouais. monuments, ils ont comme toute une forme unique, spéciale. Puis, tu sais, là, Ben, le ça, tu l'as dans plateau le est. de base aussi, tu sais, c'est des pièces de bois, mais ils ont pas toutes la même shape. Ouais. Mais là, dans la Deluxe, ils ont comme craqué ça. Le plateau est 3D, tu sais, parce que tu as comme le fond, qui est un plateau de carton, où est-ce que tu as les points. Là, par-dessus, tu mets comme des supports en plastique 3D avec des motifs sur le côté. Shadé. Non, il est vraiment over the top. Là, vous irez voir, va falloir scroller un peu, là, mais sur notre page Instagram, j'avais mis des photos. J'avais joué, je pense que c'était au barbecue des Patreons chez David, avec la copie de LP. Il y a de la gueule, là. Ça a fait des belles photos, mettons. Ouais, Mais ça même la version de base, moi je l'aime bien aussi, là. C'est sûr que c'est pas autant léché, là, mais comme ça fait amplement la job, puis moi je suis content d'avoir celle-là, là. ouais, ouais. Tu sais, je trouve que pour les deux jeux, c'est intéressant parce que tu as l'option. Tu peux avoir le gros jeu de luxe, tu peux avoir la version plus abordable, puis les deux c'est le même jeu, les deux, ça paraît bien, même si c'est pas ultra de luxe. Sinon, c'est ça. Tu sais, les deux, sont quand même assez interactifs parce que tu sais, c'est un plateau commun. Dans les deux, il y a un genre de pseudo-contrôle de territoire. Il marche pas du tout de la même façon, mais au final, ça fait que tu sais, tous les joueurs ont des intérêts des fois différents pour certains emplacements sur le plateau. Mais je pense que Skyrise a un petit peu plus de profondeur du fait que t'es comme juste comment que l'enchère elle fonctionne, puis comment tu vas utiliser tes mises, puis tu sais, je pense que ça peut plus arriver que tu vas te peinturer dans un coin, puis tu vas comme vraiment tanker ta game si tu fais pas attention à comment tu mises. Ouais, Parce que dans l'autre, tu sais, peut-être que tu vas tout dépenser ton argent, puis tu vas être pauvre, puis tu vas être obligé de skipper une coupe de tours à juste prendre du revenu, là, mais je pense pas que ça va être autant dévastateur que si tu ouais, mises pas comme faut dans Skyrise, là. j'allais dire, ça dépend avec qui tu joues. Parce que, tu sais, dans les deux cas, l'interaction avec les joueurs est importante. Mais tu sais, dans Foundation of Metropolis, la différence aussi, c'est que faut que tu regardes, tu sais, au niveau de la population, comment ça se passe, puis il faut que tu réagisses en fonction de ça. Tu te construis un peu aussi un tableau en libérant les espaces sur ton plateau personnel, puis en disant, OK, ben, j'ai-tu besoin d'aller me chercher plus de cash, j'ai-tu besoin de monter ma pop présentement, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Tu sais, il y a quand même un peu de planification à faire là. Mais c'est sûr qu'en termes de positionnement, tu as un peu moins de contrôle dans Foundation. Ben, un peu Oui, moins puis de contrôle. non. C'est, Mais ouais, le, c'est. mais le manque de contrôle vient pas des mêmes raisons. Ouais, Parce que dans Foundation, c'est plus. Il y a ce que les autres joueurs vont jouer, mais il y a le hasard de qu'est-ce qui est disponible puis dans quel ordre que ça sort. ouais, Tandis que l'autre, ben là, le chaos, il vient juste de. L'incertitude vient des décisions de tout le monde. ouais. À savoir où est-ce que tu vas t'en aller, puis qu'est-ce que tu vas miser. Mais, mais je pense que la grosse différence aussi au niveau tu sais, en anglais, ils appellent ça le skill ceiling, là. Dans le fond, le maximum de points que tu vas faire selon à quel point tu joues bien, c'est du fait que c'est un peu toi qui décide, ben, pas qui décide, mais qui va, tu sais, selon les jetons que tu vas aller chercher, ça va valoir plus ou moins de points tes affaires. Tandis que Ouais, dans Foundation, c'est juste comme, j'ai mis ces buildings-là, ça vaut tant de points. ouais. Mais tu as la position aussi de tes bâtiments civiques. Oh Là, oui, mais c'est vrai, mais tu sais, comme la position de tes bâtiments affecte aussi ton score dans Skyrise, là. Autant pour les majorités que pour sur quelle couleur qu'ils sont. ouais. Dans Metropolis, ben, dans Foundation, tu as aussi la possibilité, comme on disait tantôt, de moduler le score des autres joueurs en détruisant certains bâtiments. Euh, Fait que, tu sais, tu peux réussir à réduire le nombre de points d'un joueur en mettant en remplaçant certains de tes bâtiments, soit en faisant en sorte que c'est ton bâtiment qui est à côté
d'un bâtiment civique qui donne des points pour la population, ben tu le scrapes, puis à la place, tu mets un supermarché qui fait de l'argent, mais qui n'a pas d'habitants. C'est ça, il y a Ouais, mais en faisant ça, tu vas peut-être perdre l'avantage que tu avais sur la population, puis perdre des points ailleurs, tu sais. ouais, mais ça va dépendre de la game. Mais tu sais, t'as ce pouvoir-là sur les autres, sur les autres joueurs que tu n'as pas vraiment dans Skyrise. Dans Skyrise, si quelqu'un est parti, tu peux essayer de. C'est plus dur comme de bloquer un joueur ou de nuire à une personne en particulier, à part en essayant de faire cracher ces gros bâtiments. Tu peux essayer de comploter avec les autres joueurs puis faire un peu de collusion pour s'assurer que. Parce que tu vois les mises de tout le monde. Fait que tu peux essayer de convaincre Tu peux essayer de te convaincre de mettre mise X parce qu'elle est plus haute que toutes les autres du troisième joueur juste pour s'assurer qu'il n'y a pas ce bâtiment-là. Parce que là, ça va lui donner sa chaîne de 3 plus la majorité dans ce district-là. Tu sais. Fait que tu peux un peu. Ou tu sais, c'est un terrain vert, puis il y a déjà plein de jetons verts, fait que tu sais que ça vaut cher pour lui ou elle. Fait que il y a quand même un peu de table talk à faire, puis tu peux te coordonner pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Là. Un peu, oui. Mais tu sais, tu peux pas le faire tout seul jamais. Dans Metropolis, tu peux avoir l'occasion de le faire tout seul un peu. Ouais. Si ces Si t'es. bâtiments civiques sont à côté de tes bâtiments, Ouais. qui sont petits, puis que Tu t'as acheté peux les remplacer. lots à côté pour les remplacer. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de scie, là. Ouais. Mais tu vas t'arranger quand même pour essayer de t'expandre. Là, c'est rare que tu vas. En tout cas, moi, j'essayais de toujours avoir deux, deux terrains adjacents le plus possible. Là, c'est sûr que des fois, ça a fait que j'en ai acheté des plus chers pour justement avoir mon espace de deux. Mais Je pense que ça t'a peut-être coûté la game, parce qu'il me semble que t'as fait plus d'actions de revenus que moi. ça se peut. Il y a eu un moment où est-ce que j'ai dépensé, j'ai eu à dépenser beaucoup d'argent. Au début, je pense, les deux premières années, on était vraiment proches. Ouais, je pense après la première année, j'avais un point d'avance, puis après la deuxième, deux, genre, quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, c'est la troisième là, où ça a moins bien été. Là. Puis je pense que c'est parce que j'avais plus d'argent que toi, fait que moi, j'ai même pas sûr que j'ai fait un revenu dans la troisième année, j'ai juste comme dépensé ce que j'avais accumulé. Construit, ouais. Ouais, ça se peut. Fait que morale de l'histoire, soyez pas trop dépensiers, puis vous allez gagner. Faut pas overpayer pour des terrains. Non. Tu vois qu'est-ce que ça fait la surenchère, c'est mauvais. Je pense qu'il faut tirer une solution. Je pense que c'est un message, ça, qui est envoyé par ces deux jeux-là. Il faut faire attention à la surenchère. Parce qu'après ça, tu te mords les doigts parce que tu as payé trop cher pour ton bâtiment. Tu n'as Ouais. pas nécessairement rapporté assez de points pour ce qu'il valait vraiment. Je pense qu'on va espérer que tout le monde va garder ça en tête pour 2025. Ouais. Fait que, non à la surenchère. Puis faites inspecter la maison avant de l'acheter. Puis oui à Skyrise. Puis oui à Foundation of Metropolis. Peut-être. Autre chose à rajouter? Non. J'essaie Bon. de penser à une joke de Père Noël parce que tu as fait un truc de Père Noël, mais en fait, c'est toi qui as la barbe du Père Noël. Tu sais, c'est plus Père Noël que moi. Le Père Noël Moi, n'a je, pas de je- cheveux, je- je suis plus bien des affaires que toi, mais bon, on va pas commencer à toutes les nommer. Là. Ah, certainement plus désagréable, mais sinon, ben, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus hashtag Team Vince pour Foundations of Metropolis? Ou hashtag Team Sam avec Skyrise. Ou peut-être que vous avez d'autres jeux de construction de ville avec différents niveaux de luxe que vous avez aimé mieux. Puis vous pouvez aussi nous proposer ceux qui n'ont pas de niveau de luxe différent. On voit que des fois, nous autres aussi, on tape tape des compos, on, On j'ai rajoute du chrome sur nos thèmes. ouais, c'est ça. On étend de quoi sur nos thèmes. C'est juste étendre. Fait que dites-nous ça par courriel, boardgameduel@gmail.com, dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Sinon, venez sur notre Discord. Dites-nous aussi qu'est-ce que j'ai de plus que Vince.
C'est peut-être dangereux comme proposition. Je sais pas tout ce qui va être dit là. Mais bon, Ouais, ça va être c'est Noël. Je pense que les gens vont quand même rester polis. ouais, généreux dans votre gentillesse, on dirait. C'est ça. Merci à vous, nos auditeurs, de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Qui nous a fourni Skyrise d'ailleurs? Oui, en effet. On ne l'avait pas dit tantôt. Non, c'est vrai. Ben, c'est fait. Merci, l'Odyssée. Fait que si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager. C'est un beau cadeau de Noël, comme hey, un nouveau un nouveau podcast pour toi sur les jeux de société. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Il y a maintenant Puis- 87 épisodes, si jamais t'aimes ça. Et même plus, si tu nous aimes vraiment beaucoup et que tu veux nous supporter sur Patreon, on a aussi des épisodes bonus. On a fait un sur Star Wars qui vient de sortir la semaine passée. On a eu beaucoup On voit que ça a sollicité beaucoup de réactions et de discussions. On voit que avec nos Patreons sur le channel secret du Discord. C'est un autre avantage à nous supporter. exact. Donc, pour quelques dollars par mois, vous pouvez nous aider à payer nos frais de diffusion. Puis nous autres, ça aide beaucoup à continuer. Sinon, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Puis je vous souhaite des très joyeuses fêtes, une bonne année 2025, puis plein de jeux en dessous de vos sapins, puis sur vos tables pendant le temps des fêtes. Faites la même chose, Sam, parce que tu m'as volé les mots de la bouche. Joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en. Allez voir votre famille. Proposez-leur de nouveaux jeux. Amusez-vous avec les jeux que vous avez déjà. Ah, puis, des fêtes musiques. C'est bon, ça. Le titre de l'épisode, c'est d'habitude, tu l'écris en haut dans la conversation. Là, c'est bienvenue à l'épisode 512 BB1E8C18 E476DA5B1 1610225 37087 Non, moi, je vois BGD 87. Ouais? Ouais. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi mon ordi le présente. Le encrypté. Ouais. Comme ton cell qui encrypte root. En fait, il l'encrypte pas, il le décrypte pas. Le résultat est le même. C'est pas lisible.